Nous allons à présent passer en revue ensemble l'actualité de la semaine et pour cela nous accueillons deux correspondants de la presse étrangère à Paris. Bienvenue Ana Navarro Pedro, vous êtes correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Fissao. Bonsoir. Et vous l'avez très bien dit. Je progresse à chaque fois, je m'entraîne énormément. Bonsoir Stéphane De Vries, vous êtes correspondant de la chaîne de télévision RTL Pays-Bas à Paris et correspondant Affaires européennes pour Euronews. Et tout de suite, ce premier sujet d'actualité, Hélène, il nous emmène en Chine. Le régime de Pékin durcit encore le ton et voilà qu'il se fait menaçant envers la France. Oui, ça s'est accéléré la semaine dernière quand la Chine a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, une rupture avec le principe un pays, deux systèmes que n'a pas digéré la France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, promet des mesures contre la Chine et Pékin, très en colère, contre-attaque, dénonce une ingérence et met Paris en garde. Sauf que les Français ne sont pas les seuls à réagir. Il y a eu la Grande-Bretagne qui va faciliter les visas pour les ressortissants hongkongais, idem pour l'Australie qui prolonge leur droit de séjour. Et puis Washington, de son côté, menace toujours Pékin de représailles. Sommes-nous, Stéphane De Vries, à l'aube d'une guerre froide ? Excellente question. Je ne sais pas, parce qu'on est trop dépendant de la Chine et la Chine est trop dépendante de nous. Donc je ne pense pas qu'il y aura une vraie guerre froide. Je pense que ce qui se passe à Hong Kong, c'est une situation que la Chine ne maîtrise plus. Et donc elle va prendre des mesures comme la loi sur la sécurité intérieure, comme elle l'a prise la semaine dernière, qui la dépasse peut-être un peu. Je pense aussi qu'elle essaye de regarder où est-ce qu'elle peut aller quand est-ce qu'il y aura Où sont les limites ? Où sont les limites, exactement. Quand est-ce que nous, les Européens, vont vraiment réagir, tout en sachant qu'on est très liés commercialement. Donc, il n'y a pas trop d'options. On a bon à menacer avec des représailles, mais en fait, on est très dépendant de la Chine et la Chine dépend de nous. Ana Navarro Pedro, les Européens, ils peuvent réagir un peu plus qu'ils n'ont fait jusqu'à présent, ou ils n'ont pas été extrêmement menaçants. Et est-ce qu'ils peuvent le faire ensemble aussi, de façon coordonnée ? Ensemble, c'est autre chose. C'est encore plus compliqué. Mais est-ce qu'ils sauront le faire ? Est-ce qu'ils voudront le faire ? Ça reste à voir. Dans cette affaire, il y a un petit test, effectivement, le pot de terre contre le pot de fer. C'est qui le pot de terre dans l'affaire ? C'est peut-être plutôt l'Europe ou la France ou l'Angleterre, le Royaume-Uni, que la Chine. Je ne crois pas je ne sais pas si on est à l'aube d'une guerre froide comme l'annonce Kissinger. Il y a des politologues qui disent on y est déjà dedans. En tout état de cause, il vaudrait mieux une guerre froide que franchement une guerre tout court classique, parce que c'est peut-être ce qui peut nous attendre si on ne trouve pas des mécanismes de contrôle des escalades. Comme par exemple on l'a eu pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique dans le passé. Stéphane De Vries, si l'Europe ne réagit pas là pour Hong Kong, on peut imaginer que la Chine pousse encore plus loin, jusqu'à Taïwan par exemple ? Oui, on peut se poser la question, ce que fait la Chine déjà depuis des décennies, parce qu'on n'a pas le droit de parler de Taïwan comme pays. C'est toujours une province ou une partie de la République populaire. Donc oui, en effet, elle peut aller beaucoup plus loin. Mais je pense qu'il y aura un moment où la Chine se rend compte qu'elle va trop loin. Parce que s'il y a vraiment un effet économique, donc des représailles, des boycotts, dans ce cas-là, elle va se rendre compte, OK, maintenant, on est allé trop loin, peut-être on va se calmer un petit peu, mais sachant qu'on restera toujours dans la région très présente et peut-être aussi très menaçante. Et ensuite, c'est à nous, l'Europe, à décider qu'est-ce qu'on veut faire avec la Chine. Diane Ducret, à propos de Hong Kong, on disait que dans l'histoire, on ne voit pas vraiment dans notre histoire passée de dictatrices, de femmes dictatrices qui apparaissent, quelques monarques parfois un peu autoritaires. Hong Kong, ça y est, ou ça y est presque. Carrie Lam, qui est la chef du gouvernement, la chef de l'exécutif de Hong Kong, alors elle n'est pas tout à fait dictatrice, mais c'est l'ambassadrice du dictateur Xi Jinping. Oui, entre guillemets, mais enfin bon, elle n'est pas calife à la place du calife. En tout cas, je trouve qu'on voit bien ici la différence entre l'idéologie et le marché. En effet, le marché nous tient liés à la Chine et dans une interdépendance. En revanche, du point de vue de l'idéologie, on a beaucoup parlé pendant le confinement du monde d'après, en attendant de voir quel serait-il. La Chine, elle est déjà dedans, elle est déjà en train de préparer et de compter énormément face à cette situation qui est en train et qui va rebattre les cartes énormément en Europe. Je pense qu'elle compte beaucoup sur la désolidarisation des États européens aussi, pour se retrouver face à un Donald Trump qui a bandé les muscles cet hiver, mais bon, pour finalement assez peu de résultats. Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer, mais les visées expansionnistes de la Russie et de la Chine, de toute façon, elles sont depuis les 20 dernières années en constante augmentation. Donc forcément,
les lignes vont bouger. Et vous évoquiez Donald Trump et donc les figures occidentales, ce bras de fer, Dorothée, entre les Occidentaux et la Chine. Il se concentre notamment sur le plan économique autour de l'entreprise de télécom Huawei, mais elle n'est pas la seule société au cœur de ce bras de fer, Dorothée. Oui, il y a aussi TikTok, Renaud. TikTok, vous savez, ce sont des vidéos très courtes, entre 15 et 60 secondes. On y voit pas mal pour les jeunes, mais bon, je de vois ce que danse. c'est. Voilà, c'est plutôt pour les jeunes, des vidéos souvent sur un ton humoristique ou décalé. Et les soupçons autour de cette plateforme pèsent de plus en plus lourd. Beaucoup sont persuadés que le régime chinois utilise TikTok pour espionner les internautes. Donald Trump, cette semaine, a déclaré qu'il envisageait d'interdire TikTok aux États-Unis. Écoutez le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Ce que veut l'administration, c'est prendre des mesures qui préservent et protègent les informations et empêchent le Parti communiste chinois d'avoir accès aux informations privées des Américains. Voilà, les États-Unis réfléchissent pour l'instant à bannir TikTok. L'Inde, de son côté, a déjà franchi le pas. Impossible pour les jeunes Indiens désormais de poster des vidéos. À Hong Kong non plus, TikTok ne marche plus, mais là, c'est pour une raison différente. C'est une décision de la plateforme elle-même, officiellement pour réagir à ce durcissement sécuritaire. Mais on peut y voir peut-être un coup de poker, une façon pour l'entreprise chinoise de montrer patte blanche, de prouver son indépendance vis-à-vis du régime de Pékin, de balayer finalement les accusations d'espionnage. Et c'est justement cette semaine qu'a choisi Emmanuel Macron pour se lancer sur TikTok. Le chef de l'État a utilisé ce réseau pour féliciter les jeunes bacheliers français. La France devrait-elle aussi se méfier de TikTok, Stéphane de Vries ? Je ne sais pas, c'est une petite plateforme, enfin, certes grand chez les jeunes, mais est-ce qu'on doit avoir peur des médias sociaux ou des plateformes comme ça? Je ne pense pas. Si on a peur de ça, ce que là, on n'a pas beaucoup de confiance en soi. Mais les données personnelles peuvent être récupérées, c'est toute la question. Oui, mais en fait, les données personnelles, on n'a plus. Donc c'est déjà fini l'époque de ça. Que Emmanuel Macron s'exprime cette semaine sur TikTok, je trouve ça un peu étrange. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme chinoise. Donc, s'il y a des tensions avec la Chine, dans ce cas-là, il ne faut pas s'exprimer là-dessus. Pareil, il fume beaucoup contre Facebook, mais bon, il y a plein d'émissions sur Facebook de l'Élysée. Donc, c'est très, un peu hypocrite. Bon. Et pas très efficace. On est tous traversés par de nombreuses contradictions internes, il faut le reconnaître. On va maintenant jeter un coup d'œil à l'actualité en images. Et voici la vidéo de la semaine. Regardez, c'était jeudi, à Paris, 4 activistes de l'association Greenpeace qui escaladent la grue qui surplombe Notre-Dame pour déployer une banderole 80 mètres au-dessus de la cathédrale. Climat aux actes. Monsieur Macron, ici Greenpeace. On est au sommet de la grue du chantier de Notre-Dame pour dénoncer votre inaction climatique. Alors d'un côté des militants, on vient de le voir, qui dénoncent l'inaction climatique du chef de l'État, de l'autre un gouvernement qui multiplie les engagements, par exemple celui de reprendre 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais en vain. Donc alors pourquoi ce désaccord permanent entre gouvernants d'un côté et militants de l'autre? Est-ce que ces deux mondes, Anna Navarro-Pedro, sont définitivement irréconciliables? Je ne sais pas s'ils sont définitivement irréconciliables. Ce qui est sûr, c'est que dans la situation économique qui se dégrade et qui va encore se dégrader davantage et d'une façon brutale, évidemment, les questions climatiques vont passer très loin dans les priorités gouvernementales, que ce soit en France par ailleurs ou dans d'autres pays. C'est une opposition entre la fin du mois et la fin du monde, c'est ça? Un peu, oui. On peut résumer comme cela pour l'instant. Il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron a toujours des effets d'annonce très, très importants, mais en Europe, au moins, on en est un peu revenu parce qu'il fait des beaux discours, il fait des annonces très importantes, mais après, dans les actes, on n'en voit rien de concret ni d'intéressant qui fasse avancer la France dans ce sens. Elle pourrait être un exemple encore en Europe, mais ce n'est pas le cas. 146 quand même des 149 propositions de la Convention climat sont reprises par Emmanuel Macron. Stéphane de Vries, ça c'est un signal? Sont reprises comment? C'est juste une promesse. Il propose de les reprendre, il propose de faire un référendum aussi pour changer l'article. Peut-être même 2 référendums. Ouais, c'est toujours quand un politique français n'a plus d'idées, il lance un référendum. Donc je trouve ça extrêmement faible et ça ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait faire quoi? Excellente question. Écoutez, moi je préfère les actes. Je pense que la Convention citoyenne a été une très bonne initiative, très intéressante aussi d'un point de vue de démocratie directe. Ensuite, on verra qu'est-ce qui se passe avec ces propositions dans les réalités. Quand on regarde par exemple les plans de relance, 15 milliards pour l'aviation, je ne sais pas combien de milliards pour l'automobile, des industries anciennes, ce n'est pas un bon signe non plus. Et en effet, je suis d'accord avec Anna, l'économie
passe d'abord et avant tout, surtout maintenant, dans la crise et l'environnement, on verra. Donc il y a une antinomie, il y a une opposition entre l'emploi, l'économie et l'écologie, toujours encore aujourd'hui, Ana Navarro-Pedro? En France, je pense que oui. Par exemple, si je regarde mon pays, qui est un pays pauvre par rapport à la France et qui a subi une crise monumentale qui n'est pas encore finie, eh bien, on a des investissements dans la transition climatique qui sont très importants au niveau de l'énergie. Par exemple, la production d'énergie qu'aujourd'hui a plus de 50% des énergies renouvelables construction d'immeubles, etc. Il y a énormément de mesures qui sont prises sans fanfare, sans grande annonce, mais qui vont au quotidien et qui sont faites. Donc, elles ne sont pas encore suffisantes, mais ce n'est pas antinomique avec l'économie. L'écologie, aujourd'hui, Diane Ducret, c'est une idéologie qui s'impose d'elle-même, qui ne se discute pas, ou est-ce que il y a aussi, parfois, il peut y avoir tendance, dans une frange de l'écologie, à verser vers aussi un pouvoir, une aspiration un peu autoritaire sur ces questions-là? C'est en tout cas ce qui va se passer dans le livre, en effet. C'est-à-dire, je voulais montrer vraiment comment, avec même les aspirations les meilleures et les plus nécessaires, oui, comment, mais quelque part, n'est-elle pas la seule chance de l'écologie? On le voit bien avec la question qu'on se pose. Tant qu'on oppose économie et écologie, on est dans un ancien paradigme qui fait que c'est impossible de changer notre rapport au climat, mais tout simplement à notre environnement, à nos polluants, par nos relations internationales, par notre dépendance à la Chine ou à certains grands groupes transnationaux. Donc il faut un pouvoir fort pour changer nos comportements? C'est ça oui, il faut changer. Ce qu'on appelle l'écologie punitive aussi. Non, pas forcément. Je pense qu'on se trompe justement. Une écologie éducative et en effet dans les investissements. Je disais très français, ça, punitif. Oui, c'est ça. Mais un pouvoir fort qui impose donc de restreindre nos choix de consommateurs ou nos libertés pour sauver la planète. Je pense que c'est le paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le bon choix qui va être fait dans ce livre. Rappelons que c'est un roman. Oui, mais sauf qu'à l'intérieur, figurez-vous que Vladimir Poutine faisait passer une loi pour l'amener au pouvoir jusqu'en 2036 et Donald Trump était réélu. Pour l'instant, on va attendre de voir. En attendant, on va passer à notre deuxième dossier d'actualité, si vous voulez bien. Et ce deuxième dossier, il porte sur le risque d'un retour de l'épidémie de Covid en Europe, Hélène, avec des reconfinements par endroits en Europe et un relâchement, comme on dit, des gestes barrières. Portez vos masques et faites-vous tester si vous avez des symptômes. C'est l'appel de Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, en une de Libération ce jeudi. C'est que la question n'est plus vraiment de savoir si, mais quand arrivera cette deuxième vague, à l'automne, à la fin de l'été, on ne sait pas trop. Quelle ampleur aussi pourrait-elle avoir? Tous les épidémiologistes tirent la sonnette d'alarme et le gouvernement a décidé de montrer l'exemple cette semaine. On a vu le Premier ministre avec un masque, appeler aussi les députés à l'Assemblée nationale à respecter les gestes barrières. Sommes-nous en France, Stéphane de Vries, particulièrement relâchés? En fait, je ne peux comparer que les Pays-Bas à la France, parce que ce sont les deux pays où je passe le plus de temps. Et en fait, ce qui me frappe vraiment ici, c'est que plus personne ne respecte la distance entre les gens. Plus personne. Regardez ici. Aux Pays-Bas, sur les plateaux, même sur les plateaux télé, il y a vraiment 1,5 mètre entre les personnes. Dans les rues aussi, les gens respectent vraiment la distance, qui est d'ailleurs 1,5 mètre et pas 1 mètre comme ici. Et en Angleterre et en Espagne, c'est 2 mètres. 2 mètres. Ça aussi, il n'y a pas d'Europe. Ensuite, dans les rues, je vois beaucoup plus de gens avec des masques ici en France qu'aux Pays-Bas. Mais les masques pendent par la... sont mal portés, vous voulez dire. Sont mal portés, sont touchés tout le temps, donc ça ne sert strictement à rien. En plus, les gens portent à l'extérieur, ça ne sert à rien non plus. Donc c'est vraiment, je pense, un phénomène psychologique de porter un masque en pensant comme ça on est protégé. Mais en même temps, les terrasses à Paris, il n'y a aucune distance entre les gens, c'est complètement blindé. Les gens se donnent la bise, se serrent la main. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas aux Pays-Bas. Donc en effet, il y a un relâchement qui existe aussi aux Pays-Bas, parce que les gens ont vraiment du mal à se tenir à la distance. Mais quand même... Une vaste campagne de dépistage a été lancée cette semaine en Mayenne. C'est ça, la solution, finalement? Écoutez, tester, oui. Le Portugal a réussi, au départ de l'épidémie, à contenir le nombre de cas grâce aux tests. Une politique de tests massive. Et ça a permis donc ensuite d'isoler les personnes qui étaient malades et d'empêcher. Évidemment, avec le déconfinement, on a une recrudescence des cas, mais c'est parmi les jeunes. Toutes les statistiques le prouvent, les jeunes adultes, les adolescents et les jeunes de 20 ans en général, et qui font la fête,
qui ne font pas attention. On voyait des jeunes faire tout à l'heure la fête et qui ne font pas attention parce qu'ils pensent que ce n'est pas grave pour eux. Alors qu'on commence à savoir qu'une fois qu'on guérit, 1 personne sur 10 va avoir des séquelles très longtemps et des séquelles très graves, ce qui va avoir un impact économique, ça aussi, puisque c'est des jeunes, donc c'est des jeunes actifs. Risque ou pas de cette nouvelle flambée de l'épidémie, de cette fameuse deuxième vague. Évidemment, cette inquiétude, elle concerne aussi le gouvernement. Une ancienne ministre de la Santé, qui est maintenant devenue ministre de la Culture, s'en est inquiétée cette semaine. Et c'est d'ailleurs vous qui l'avez interviewée sur France Inter. Et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, je vous propose de la regarder. Plan B, c'est un reconfinement, c'est-à-dire de revenir parce que nous aurions été incapables de gérer cette crise, nous reviendrions à la situation antérieure. Ceci étant, évidemment, la première vague a permis de tirer un certain nombre de conclusions. On a des masques, on a des tests. Sous-entendu, probablement pas de reconfinement national, plutôt des reconfinements ciblés. Par exemple, on pourrait imaginer de reconfiner une certaine catégorie de personnes, comme les personnes âgées. Alors là, ça pose quand même, ça pose quand même le problème de l'égalité entre les citoyens. Et puis finalement, on pourrait imaginer des tensions là, entre les générations, Ana Navarro-Pedro. Oui, parce qu'en plus, ce sont les personnes âgées qui font le plus attention, parce qu'elles savent bien ce que peut leur arriver. Donc, oui. Mais vous savez, en prenant une catégorie de la population pour cible, évidemment, on va faire diversion sur ce qui ne va pas dans la politique sanitaire, dans les mesures prises par le gouvernement. Donc, ce n'est pas les plus âgés qui sont les plus problématiques dans la transmission et dans la propagation du virus. En revanche, c'est ceux qui sont le plus gravement touchés par la maladie. Oui, ils le savent bien déjà. Et donc, oui, non, mais donc c'est ce qui a expliqué très attention. En grande partie l'afflux aux urgences pendant la première vague. On va vous montrer une carte. Je voudrais vous montrer une carte. C'est une carte de l'Europe. Et sur cette carte de l'Europe, on voit d'ailleurs que par endroits en Italie, en Catalogne, mais aussi dans votre pays, Ana Navarro-Pedro, on reconfine autour de Lisbonne en particulier, alors que je croyais que le modèle portugais, dont nous avions d'ailleurs débattu ici même sur ce plateau, s'était avéré assez efficace. Il a été efficace au départ, et d'après les médecins maintenant, ils disent qu'en fait on n'est pas dans une deuxième vague, qu'on est en réalité en train d'atteindre le pic de la première vague, dû à un relâchement du comportement et des jeunes essentiellement. Je maintiens, c'est vraiment la fête. On voit les clusters proviennent de grandes fêtes qu'ils donnent et où il n'y a aucune précaution et il y a 100 invités, 73 contaminés à la fin. Et c'est surtout dans la région de Lisbonne que ça se passe et aux alentours de Lisbonne. Donc le modèle continue à marcher dans le reste du pays. Là, avec les jeunes qui ensuite ne vont pas se faire tester, qui ne contactent pas les autorités sanitaires, etc., qui propagent le virus, commence à avoir un grave problème. Diane Ducret, on a une période où les vacances commencent, on a vu les frontières rouvrir un petit peu partout en Europe. C'est trop tôt, c'est risqué de rouvrir les frontières aujourd'hui pour des raisons y compris économiques, touristiques aussi? Je me garderai bien de répondre sur la politique des frontières. En revanche, on voit bien qu'il n'y a que malheureusement 2 alternatives. En fait, c'est soit l'éducation, soit à nouveau un pouvoir plus fort en fait, qui va aller dans l'obligation. Malheureusement, dès lors qu'il faut agir de manière collective, si l'éducation du point de vue individuel ne s'agit pas, il n'y a qu'un pouvoir fort d'un point de vue collectif pour faire respecter certaines choses. Et quand l'idéologie s'en mêle, je pense aux États-Unis où il y a même des Covid parties chez les jeunes, où le but c'est justement d'aller se faire infecter dans des parties pour justement montrer l'aspect rébellion, l'aspect nos futurs, je m'en fous. Avec là aussi un exemple qui vient d'en haut, si j'ose dire. Donald Trump a fait bien quasiment... sûr, quand l'idéologie s'en empare. Et donc on voit bien l'impact qu'a le pouvoir là-dessus. Et surtout quel impact a les médias. C'est-à-dire que si l'on ne parle que de la mortalité, là je vous rejoins complètement, on parle que de la mortalité, donc les jeunes se disent « je ne suis pas concerné ». En revanche, on oublie, et si l'on n'avait mis plus l'accent sur le caractère, non pas pneumo, mais sur le caractère immunitaire et sur les séquelles à très long terme du virus qui va créer des handicaps très sérieux, je pense que là, tout le monde aurait révisé sa copie de comportement. Merci, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau et merci Diane Ducret d'être venue partager votre dictatrice avec nous.